Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Bonjour messieurs, je salue les décos. Merci d'être là. C'est la première fois ensemble. Oui, en effet. Youssef El Amal, merci pour l'invitation. Web entrepreneur. Vous pouvez rajouter des choses. Youssef El Amal tout court. Et Ismaël Bargache, CEO de Wafer, c'est ça ? C'est ça. Voilà. On a du boulot les gars ce matin. On a plein de sujets. Tout à l'heure, on sera du côté d'Agadir avec Mehdi Soufi, doyen de la faculté de médecine d'Agadir. On va parler du nouveau CHU de la ville, puis on reviendra un peu sur ce qui s'est passé quand même, et puis on parlera de cet apport là dont on parle de nouveaux CHU qui vont peut-être combler les attentes en termes de santé. C'est clair. Alors on commence avec le Maroc qui s'apprête à doter son écosystème numérique d'un cadre juridique structurant avec la future loi cadre Digital X0. Actuellement à l'examen au secrétariat général du gouvernement, le Royaume mise sur l'IA comme moteur de développement en investissant dans les infrastructures, la formation des jeunes et des partenariats stratégiques. L'objectif est d'encadrer son usage afin de garantir sécurité, confiance et efficacité dans le secteur numérique. Tout à l'heure, dans le monde de l'éco, je parlais de la société Nvidia, valorisation boursière de 5 milliards de dollars. 5 000 milliards. 5 trillions. 5 trillions. 5 trillions. C'est énorme. Pas beaucoup. Non, pas 5 milliards, 5 000 milliards. 5 000 milliards, bien sûr, oui, tout à fait. 5 000 milliards, c'est énorme. Il y a ce projet de méga data center IA avec la société Neover coréenne du Sud. Moi, la question que je pose, c'est c'est l'IA est là. On peut commencer par ça. Est-ce que l'IA est une carte majeure pour le Maroc dans les années qui vont venir ? De mon point de vue, l'IA, ça va être un game changer pour le monde dans lequel on vit de manière générale. Pour le monde, d'accord, mais pour notre pays, on est quand même bien situé, qui est très proche de l'Europe. C'est clair. Le sujet est le suivant, c'est que il y a deux jeux auxquels on peut prétendre jouer. Celui qui consiste à dire qu'on va essayer de faire ce que les DeepSeek, les OpenAI, les Claude, Grok de ce monde sont en train de faire. Et c'est un jeu auquel il faut savoir créer des algorithmes qui s'entraînent à des centaines de millions de dollars, créer des data centers qui coûtent des milliards de dollars et remonter la chaîne de valeur jusqu'à la création de la chaîne de l'énergie pour pouvoir nourrir en énergie ces data centers avec des usines, des centrales nucléaires. À ce jeu-là, force est de constater qu'on ne peut pas jouer. Vous avez parlé de 5 000 milliards de valorisation de Nvidia. Le PIB du Maroc, c'est 200 milliards de dollars. Ça va être à peu près ça cette année. Donc on est en multiple. Juste pour reprendre un autre ordre de grandeur, Nvidia est en train de parler d'investir 1000 milliards de dollars sur les prochaines années juste dans OpenAI. Les ordres de grandeur sont systématiquement de cette taille-là quand on parle de ce sujet-là. Donc de devenir le producteur de la source dans cette industrie, c'est illusoire de penser qu'on va jouer dans cette cour-là, c'est pas vrai. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette industrie est en train de produire une quantité et une qualité d'open source qui est stratosphérique, qui est impressionnante. Et ça veut dire que expliquer peut-être ce que c'est que tu peux finir peut-être, s'il te plaît. tu donneras ton avis. Et tout ce qui est en train d'être produit en open source, là ce sont des opportunités absolument incroyables pour déployer de la verticale et pour pouvoir en faire de l'entrepreneuriat au Maroc. Pour faire le parallèle avec ce qu'est en train de faire Madame Serrochni, la ministre de la Transition numérique, moi de mon point de vue, il y a un point qui est très important à souligner, qui est dans votre préambule, c'est celui qui consiste à dire que si on veut faire de l'intelligence artificielle, si on veut devenir producteur d'intelligence artificielle ici au Maroc, le chemin critique, c'est celui de densifier l'écosystème entrepreneurial. Et c'est ce qu'on est en train de pas faire en parlant de ce dont elle est en train de pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est déployer la stratégie qui a été mise en place il y a maintenant à peu près un peu moins de 2 ans. Sous l'ancienne ministre. Mais ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'ambition politique et la réalité ? Il y a de mon point de vue une nécessité de communication et un déficit d'exécution.
on est dans la configuration où on a dit qu'on allait faire. Donc pour rappel, on a dit qu'on allait faire des bourses de vie, des programmes d'accélération qui allaient donner à du financement, du venture building, ensuite déployer de l'argent via les différents fonds qui ont été labellisés par le fonds Mohamed VI pour mettre des tickets de capital risque dans les boîtes qui ont le plus de potentiel. Tout ça, ça prend beaucoup trop de temps. On n'en voit pas encore la couleur concrètement sur le marché. Donc, de mon point de vue, se mettre à parler de ce qui doit arriver après, c'est-à-dire tout ce qui est très bien, on parle d'IA, de rendre le marque producteur, tout ça c'est très bien. Mais si on regarde les pays dans lesquels ces sujets-là prolifèrent, c'est pas des pays où quelqu'un un jour a levé la main et a dit on va faire une stratégie pour l'IA. C'est des pays où ils avaient des écosystèmes entrepreneuriaux extrêmement denses, et qui, du fait de cette densité, ont produit énormément d'IA et énormément de déclinaisons de cette IA. Youssef, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, Smaïl a parlé du modèle, pour moi c'est le modèle américain en fait. On va créer de la valeur, on va créer un écosystème et on va investir à fond de façon à ce qu'on puisse éventuellement construire une nouvelle économie qui est basée sur l'IA. Et je pense que les États-Unis aujourd'hui, ils misent tout sur l'IA. Maintenant, il y a un deuxième modèle qui est l'Union européenne qui adopte cette technologie, qui consomme ces technologies, qui essaye de son côté aussi à ce qu'il puisse tirer profit, tout en éventuellement légiférant, en mettant quelques barrières pour donner la chance aux startups et aux entreprises européennes pour qu'ils puissent se positionner, parce que locomotive américaine elle est déjà loin, donc essayer éventuellement le Maroc, on est dans une troisième configuration, on est en train de réfléchir, c'est-à-dire on est dans l'inaction. Et on va réfléchir longtemps ou pas ? Si on regarde en fait toutes les annonces qui ont été faites jusqu'à présent, ce sont des annonces qui viennent annoncer une inaction potentielle sur un sujet qui est aujourd'hui un sujet d'actualité. Et là où j'ai envie éventuellement à ce que le gouvernement marocain passe plus de temps, c'est sur le volet l'impact de l'IA sur les métiers qui concernent les jeunes aujourd'hui. Parce qu'on parle pratiquement de 50% des métiers qui vont disparaître et qui portent notamment sur la transformation de ces métiers et qui passent vers l'IA. Messieurs, vous restez là, les décodeurs reviennent juste après la pub et les infos. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Alors ce lundi 3 novembre 2025, le Maroc a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de ses infrastructures sanitaires avec le lancement officiel du CHU Mohamed VI d'Agadir. Cette inauguration marque un tournant significatif pour la santé publique régionale après les événements tragiques survenus il y a quelques semaines à l'hôpital Hassan II d'Agadir. Je suis avec mes deux décodeurs du jour, Youssef El Hamal et Ismaël Bargache. On ne peut pas parler, on sera en ligne dans 2 minutes je crois avec Mehdi Soufi, doyen de la faculté de médecine d'Agadir, mais on ne peut pas parler de la nouveauté, c'est-à-dire du CHU, sans revenir sur ce qui s'est passé et finalement qui a été déclencheur des manifestations de la Gen Z 212. C'est évident. On va lui poser la question d'ailleurs, si ce CHU est la réponse totale à ce qui s'est passé dernièrement dans l'autre établissement public d'Agadir. Comment vous jugez-vous ce qui vient de se passer? On a des problèmes, on fait des constatations sur un hôpital, et puis maintenant on va donc inaugurer un nouveau CHU. C'est une réponse en fait aussi à toutes les critiques qui ont pu être formulées par les générations Z. Oui et non, mais il faut rappeler encore une fois ce CHU, en fait ces deux CHU, ils ont été réalisés par la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Bien sûr. Donc c'est encore une fois le donneur d'ordre et le responsable du projet n'est pas le public, et c'est là où en fait on va retrouver ce Maroc à deux vitesses. D'un côté on a le tiers secteur ou bien le secteur privé qui arrive à délivrer avec le même budget dans des délais qui sont très très courts, et de l'autre côté on a le public qui tarde et qui peine parfois même à réaliser les mêmes choses, et moi la clé elle est dans la gouvernance. La gouvernance n'est pas pareille. On va lui demander tout à l'heure, mais est-ce que les gens comprennent bien ça en fait?
la différence entre l'hôpital Hassan II d'Agadir et puis le CHU là, qui va ouvrir? C'est le rôle des médias. Et c'est le rôle aussi de la fondation. Et heureusement que la fondation, c'est pas un projet qui a été réalisé en 3-4 mois. Hein. Il faut rappeler que c'est quand même un qu'on met en terre et qui devient un hôpital, quoi. C'est sûr. Ismaël, moi, ce que je pense du fond de cette question, c'est que c'est évident que l'effet d'annonce est du fait du mouvement Gen Z 212. Ce que je pense, c'est qu'il faut savoir regarder au-delà. Le sujet, le mal dont on souffre au Maroc n'est pas un mal du fait des bâtiments. C'est très bien qu'il y ait des beaux bâtiments qui soient neufs, etc. Le mal dont on souffre est un mal organisationnel et un mal culturel. Et je pense que le fond de ce sujet, et si on veut avoir une discussion qui soit productive du point de vue de la question qu'on aborde, c'est qu'il faut réussir à rentrer dans le sujet organisation et dans le sujet culture qui fait cette organisation. C'est-à-dire, développer un petit peu. Quand vous regardez le sujet purement organisationnel, il y a une conclusion sur laquelle tout le monde, on enfonce une porte ouverte quand on dit que on est en manque de personnel de santé. Le manque de personnel de santé, il y a un énorme macro sujet qui est le numerus clausus. Donc il y a très certainement, moi si on a l'occasion de parler avec monsieur, dont j'ai oublié le nom, Mehdi Soufi, la question qui me viendra de manière naturelle à l'esprit, c'est celle du numerus clausus. En parallèle de ça, l'autre sujet qui me paraît être extrêmement important, c'est le sujet purement organisationnel, purement culturel. On est dans une configuration générale au Maroc, où dans l'administration, mais aussi dans l'entreprise, où les gens travaillent pas ou peu très souvent. Vous avez une majorité des gens qui font très peu de choses. Et cette constatation est principalement du fait que dans les grandes entreprises, dans les grandes institutions, on a... Vous parlez du public, hein. Je parle des deux. Ah oui, des deux. Je parle des deux. C'est peut-être plus aigu dans le public que dans le privé. On est dans une configuration au Maroc où on ne renvoie pas les gens, où on ne vire pas les gens. Et donc les gens n'ont pas de prime les gens sont incentivés à en faire le moins possible. D'accord. Et donc en fait la productivité des gens est très faible et vous vous retrouvez avec des organisations inefficientes. Moi je pense que le fond du sujet c'est ces deux points que je viens de souligner. C'est pas vrai, hein. Je pourrais pas le laisser dire ça parce que pour moi c'est question de gouvernance. Alors je dis question de gouvernance. C'est un peu chaud comme affirmation quand même. Hein, mais non, mais écoutez, c'est généralisé et dire que les gens ne travaillent pas suffisamment, pour moi ça va dire les choses. Non, c'est pas vrai. C'est question de gouvernance. Je dis gouvernance, il faut qu'on ait un patron qui va pouvoir accompagner, mettre les conditions pour que ces gens puissent travailler. Bravo, tu as raison. Ouais, je retire ce que je viens de dire. Non, mais écoute, ne généralise pas parce que y a des gens qui nous écoutent et qui risquent d'être... C'est bien. C'est votre rôle de décodeur de ne pas être d'accord. Pour moi, encore une fois, c'est question de gouvernance. Lorsque je dis question de gouvernance, c'est qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui de suivi et de management pour accompagner ces personnes-là pour qu'ils puissent réussir leur mission. Et encore une fois, c'est pas d'humains dans les organisations. On a un manque de ressources humaines. J'ai dit gouvernance, donc si tu comprends pas le terme gouvernance, on pourra l'expliquer. Les deux, hein, peut-être. Et lorsqu'on parle les ressources humaines. Alors les ressources humaines de gouvernance. Et c'est là encore une fois, je pense, on pourra poser la question à Mehdi. On parle de CHU et CHU, son rôle, c'est former et mettre à disposition de ces personnes qu'on va former, mettre à leur disposition des lieux où ils vont pouvoir pratiquer. Et c'est là où le modèle de la Fondation Mohamed VI réussit, c'est que on a la formation qui va me permettre d'accompagner et de trouver des jeunes pour qu'ils puissent occuper des métiers de la santé, et en même temps on va leur donner le cadre où ils vont pouvoir pratiquer, où ils vont pouvoir à la fin de leur formation travailler. Mais ce qui est dingue, c'est que quand on a eu ces événements tragiques à l'hôpital à Agadir, tout de suite évidemment on a dit problème de personnel, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de médecins, problème de formation, problème de locaux, etc. Et là on arrive avec un CHU tout neuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va... Alors je sais, personnel universitaire, mais qu'il faut former aussi. Mais hop, on a claqué des doigts et hop, ça y est, on va tout améliorer. Annoncer ça comme ça, c'est comme si on disait que le CHU de Mohamed VI qui a été inauguré à Rabat ou bien à Agadir, c'est le premier CHU qui a été lancé. La Fondation Mohamed VI, il a déjà deux... On ne peut pas comparer non plus la situation à Rabat et la situation à Agadir.
Restons juste sur le sujet, parce que vous disiez en fait l'humain, c'est qu'il faut savoir que l'intérêt, encore une fois, d'avoir de l'expertise dans le lancement de CHU, c'est que la Fondation Mohamed VI, il existe, si ma mémoire est bonne, et il existe depuis 2001. Donc ils ont déjà deux hôpitaux à Casablanca, donc Cheikh Khalifa, et lorsque je dis Cheikh Khalifa, donc ils ont un CHU encore où ils forment avec l'université Mohamed VI des sciences de la santé, et ils ont aussi l'hôpital Mohamed VI de Bouskoura, qui est aussi un lieu de pratique et un lieu aussi où ils vont pouvoir. Donc il y a déjà un historique, et on a déjà des ressources qu'on pourrait potentiellement mobiliser lorsqu'on va lancer d'autres hôpitaux, que ce soit à Rabat ou bien à Agadir. Donc, et c'est là, encore une fois, c'est un laboratoire qui permet de tester dans des villes et d'améliorer dans notre lancement potentiel. Bon, vous vous transformez en journaliste comme maintenant, puisque Mehdi Soufi, doyen de la faculté de médecine d'Agadir, est là avec nous. Bonjour Monsieur Soufi. Bonjour. Vous allez bien ? Merci d'être là. Merci d'être là. Alors là, vous arrivez en plein débat sur la nécessité d'améliorer la gouvernance, la nécessité de former des personnels. Youssef El Amal, qui est avec moi, parlait du cas de Rabat. Rabat, Bouskoura, etc. Et moi je lui disais qu'Agadir c'est pas exactement la même chose. Alors on a parlé de l'inauguration de ce nouveau CHU Mohamed VI d'Agadir. D'abord, il va ouvrir quand ? Il va être opérationnel quand, en fait ? Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors, toute la population d'Agadir est hyper contente, même le personnel, parce que le CHU est inauguré avant-hier, et hier on a commencé déjà la consultation. Très bien. Et petit à petit, en crescendo, on va aller démarrer tous les services, parce que la procédure est en train d'instaurer pour pour être dans les règles, dans toutes les dispositions nécessaires qui ont été mises par le lancement de l'équipe, puisqu'il y a une équipe qui a été désignée pour le démarrage de toutes les unités, vu que l'hôpital il est immense, c'est l'un des établissements les plus modernes du royaume. Vous savez, il dispose de 25 salles opératoires de dernière génération, dotées d'une technologie les plus avancées. Il y a une salle dédiée à la chirurgie robotique, et une autre équipée de scanners mobiles avec système GPS et guidage de GPS pour la neurochirurgie. Bien sûr, on va pas faire la liste entière, parce que sinon on en a pour 2 heures, c'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles unités sont déjà opérationnelles aujourd'hui ? Donc il y a le service de consultation avec le système informatique qui est déjà mis en place, parce que quand même c'est des procédures, ils sont en train de former le personnel dessus pour la méthode de paiement, le règlement, le dossier informatisé. On installe un peu les étudiants dans les différentes structures. On installe le personnel qui a été aussi qui a été un peu dispersé un peu dans tout l'hôpital. Et après maintenant on forme des équipes dans toutes les unités, et le service des urgences. Maintenant, on est en train de faire les procédures pour démarrer les urgences le plus tôt possible. Quand à peu près ? C'est important pour ceux qui nous écoutent à Agadir. Je vais dire une à 2 semaines au maximum, mais ces urgences seront opérationnelles à 100%. On est en train de tester maintenant toutes les l'oxygénothérapie, le système hyperbare, les scanners. Ils ont commencé hier pour voir un peu avec les fournisseurs, parce qu'ils doivent lancer un peu pour l'accréditation et pour voir un peu les modalités, parce que vous connaissez quand ils installent, il y a le système de démarrage qui doit se faire avec les fournisseurs pour que la garantie commence. Donc voilà, alors, quand même ça prend un peu du temps, mais pas beaucoup. Je vais vous reposer la question à vous. J'ai une question que je viens de poser à nos 2 décodeurs. On a vu ce qui s'est passé donc à l'hôpital Hassan II d'Agadir il y a quelques semaines. Derrière, vous savez ce que ça a déclenché. Il y a eu beaucoup de papiers dans les médias. On a parlé du manque de personnel. On a parlé de problèmes de gouvernance. C'est là-dessus qu'on vous attend au CHU. Est-ce que là, vous pouvez nous rassurer et nous dire quels sont les moyens qui sont mis là sur ce CHU d'Agadir ?
Alors, si vous voulez dire comme quoi le manque de personnel, ça c'est un problème national. C'est un problème national parce que il faut savoir qu'encore il existe aujourd'hui un manque de ressources humaines dans le secteur de la santé. C'est une réalité dans l'ensemble du pays. Mais notre approche n'est pas de se plaindre, mais elle est de construire. Nous disposons désormais de ce centre, d'infrastructure, elle est là. On est en train de recruter un recrutement massif. Vous avez vu dans les médias, le ministère de la Santé, il fait en sorte d'avoir un recrutement. Mais vous savez que c'est le produit, nous, à la faculté de médecine, aujourd'hui, on a pris 450 étudiants. Il y a 6 ans, on était à 100 étudiants. Là, on est à 470 avec 100 personnes en pharmacie. Donc, c'est énorme. Excellent. L'Institut aussi des sciences de la santé et de l'esprit pour la formation du personnel médical est né à fond. On leur donne des locaux chez nous parce qu'ils doivent un peu compléter la formation des gens. Mais Sophie, une question de Ismaël Bargache. Bonjour monsieur le doyen, merci de bien vouloir répondre à ma question. J'en fais 2 questions. La première est la suivante. On constate un phénomène qui est de mon point de vue mortifère, c'est que vous allez dans un hôpital public au Maroc, vous avez affaire à une jeune infirmière et vous vous rendez compte que très souvent elle va avoir un niveau de professionnalisme qui va être, on va dire, relatif, et que cette même personne dans la même journée va traverser la rue, va aller dans une clinique privée et va avoir un comportement qui est tout autre. Ma question est vraiment une question de fond. Comment est-ce que ce problème de gestion des hommes, hommes avec un H majuscule, hommes et femmes, et culture de l'institution publique qui doit pousser à plus de travail, comment on peut l'adresser quand on est à l'extérieur, quand on n'est pas sous les spotlights? Tout le monde parle de ce problème d'engagement des gens. Comment vous pensez pouvoir le résoudre? Alors l'engagement, ça c'est un autre problème, c'est une culture. Nous vivons un défi réel, celui de préserver, renforcer la culture du service public. Un moment où de nombreux professionnels de santé sont attirés vers le secteur privé. Il faut être clair, parce qu'il y a une dizaine d'années, le secteur public, il n'y avait pas un avancement. Vous voyez maintenant, on est dans des structures, des hôpitaux modernes. On dépasse le privé. On a vu un peu l'hôpital de Rabat et d'Agadir aujourd'hui. Là, on commence à dépasser le privé. Il y a 3-4 ans de là, non, le privé, les gens ils pouvaient s'épanouir dans les structures privées. Ce phénomène d'exode n'est pas seulement une question de salaire, il reflète aussi la recherche et les meilleures conditions de travail, la reconnaissance et les perspectives d'évolution. Parce que notre responsabilité au sein de l'hôpital public, les salaires, tout ça, oui, les conditions de travail, les salaires. Les doubles, notre responsabilité. On doit garantir un environnement professionnel digne, on doit garantir un environnement professionnel digne, organisé, respectueux du personnel et redonner la valeur et la fierté de l'engagement public. Et comment on fait ça? Il faut valoriser le médecin et l'infirmier marocain. Vous avez vu dans les médias quand même ça, ils attaquent les médecins et les infirmiers dès qu'ils en ont l'occasion. Et vous avez vu quand on était ici présent quand il y avait le Covid et tout ça, on travaillait 24 heures sur 24. C'est vrai. C'est vrai. Il faut pas attendre les crises pour dire oui, le médecin marocain. Et après, quand on va à l'étranger, allez-y à l'hôpital. Moi, j'étais à la petite Salpêtrière. Le chirurgien, c'était un Marocain. L'anesthésiste est un Marocain. L'infirmière est un Marocain. Est une Marocaine, pardon. Et du coup, quand on va en France, on est aidé par un médecin marocain, et quand on vient au Maroc, on est en train de dire ouais, on n'a pas les moyens, on n'a pas le médecin, on n'a pas voilà, c'est un peu ça. Il faut rétablir cette confiance entre le Marocain et le personnel de la santé. Je vais dire personnel de la santé parce que c'est une équipe, on est une équipe, on est tous là pour le patient marocain. Mehdi Soufi, doyen de la faculté de médecine d'Agadir, et merci d'avoir été aussi cash dans vos réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été sur Atlantic Radio aujourd'hui. Voilà, on se retrouve juste après la pub et les infos. La suite des décodeurs, la suite et la fin des décodeurs. Déjà à 9h08 et puis tout à l'heure à 9h20, on aura
les débats express, une nouveauté. On va parler de COP et de Monsieur Trump et des Américains. Mais tout de suite, demain c'est le 50e anniversaire de la Marche verte, symbole fort d'unité nationale, de souveraineté retrouvée. 50 ans plus tard, comment cette épopée historique est-elle transmise aux nouvelles générations entre devoir de mémoire, fierté nationale, regard vers l'avenir? C'est une question que je me suis posée en travaillant un petit peu sur cette marche verte, en allant voir quelques chronologies historiques. D'ailleurs, tiens, dans le numéro d'aujourd'hui de l'Économiste, il y a une spéciale marche verte avec énormément de choses très très intéressantes. Tout à l'heure, on a parlé de ce 5 novembre. 5 novembre, c'est l'appel d'Hassan II à Agadir. Ça commence demain, quoi. Alors, messieurs, Youssef El Hamal et Ismaël Bargash, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment la marche verte, l'esprit de la marche verte se transmet de génération en génération. Est-ce que c'est quelque chose qui passe par l'éducation, la famille, quelque chose d'un sentiment national? Qui commence? Je peux commencer si vous le voulez. Ismaël, vous avez quel âge, vous? J'ai 39 ans. 39 ans, donc vous êtes jeune. J'ai pas connu la marche verte. Non, c'est la question. C'est sûr. Mais c'est une question très compliquée que vous posez et néanmoins très pertinente. Comment ça se fait que même des générations qui n'ont pas vécu la marche verte se sentent autant impliquées? Moi, c'est mon cas personnellement. Je pense que c'est la culture du pays qui fait ça. C'est chaque interaction qu'on a entre Marocains. Parce que en fait, quand vous regardez le jour où le feu Sa Majesté Hassan II a dit aux Marocains marcher et qu'ils ont marché, et surtout qu'il leur a dit arrêtez-vous et qu'ils se sont arrêtés, c'est un peu avec une mesure qui est différente, avec une échelle qui est différente, mais c'est un peu ce qu'on a retrouvé dans les Marocains quand il y a eu le séisme en 2023. C'est un peu, et je suis absolument certain que c'était exactement la même chose. Je crois que c'était au XVIe siècle, au XVe ou au XVIe siècle, je ne sais plus, mais au moment où les Portugais ont essayé d'envahir le Maroc et qu'on a eu la bataille des Trois Rois, et où en fait tous les Marocains sont venus pour défendre la patrie. Je pense que c'est un sentiment qui est à la limite qui est dans l'ADN du Marocain. Alors c'est l'ADN, c'est notre manière de faire société. C'est l'ADN, c'est pas l'école. C'est l'ADN, c'est pas l'école, mais l'école a un rôle là-dedans. Parce que cet ADN et cette culture, le rôle principal de l'école, c'est de le perpétuer. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, dans certaines catégories d'écoles, en particulier les écoles privées, qui sont d'un niveau plutôt élevé, l'impression que moi personnellement, c'est juste un sentiment personnel, ça repose sur aucun quantitatif précis, c'est que ce sentiment et cette manière de faire société se dilue. C'est ce qu'on se disait un peu dans le couloir. Oui, c'est vrai, on discutait. Oui. Et se dilue pourquoi pourquoi? C'est la grande question, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que vous avez certaines personnes, et on en voit de plus en plus, vous confiez vous-même que vous en aviez autour de vous, qui sont marocains et qui ne se sentent pas particulièrement impliqués quand on parle de marche verte. Ce qui, pour moi, est un scandale absolu. Ouais. C'est un scandale absolu. Pourquoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils se sont détournés des valeurs de leur pays, de ce fameux patriotisme qui est là, qui fait partie de l'ADN des Marocains? Très certainement. Le pourquoi de cette question, enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, je le ressens pas. Moi, je me sens très patriote, je me sens très concerné par toutes les grandes questions qui concernent le Maroc. C'est une des... D'ailleurs, cette notion de patriotisme, il faudrait la définir, parce qu'elle est différente. De Gaulle l'a fait. Ouais. Être patriote, c'est aimer son pays. Être nationaliste, c'est ne pas aimer celui des autres. Ça me paraît très bien. Je trouve que les Français, ils ont un peu mélangé le mot patriote et nationaliste. En fait. Ouais, c'est bon. C'est pour ça qu'on dit patriote. Mais De Gaulle, on n'arrête pas de le citer, mais il est plus là, hein, les gars. Youssef, sur cette transmission. Cette transmission, et je pense que je suis concerné parce que j'ai un enfant. Mon père, il a fait la marche verte, donc on était dedans, on en parlait chaque année, c'était l'occasion en fait. Donc on était concerné par le sujet, et même c'était un sujet de discussion pour savoir comment ça s'est passé à l'époque où il fallait se déplacer dans des moyens rudimentaires. Le
faire très rapidement, comment pouvoir se nourrir alors que qu'est-ce qu'il y avait comme logistique autour, ainsi de suite. Maintenant, je suis concerné parce que j'ai un enfant de 8 ans et c'est vrai que s'il n'y avait pas cette actualité qui retombait à chaque année et qui tournait autour du vote des Nations Unies, s'il n'y avait pas cette journée fériée, je pense que ça passerait inaperçu. C'est pour ça que il y en a qui critiquent les festivités autour de ce genre d'événements et qui les considèrent comme étant du gaspillage, des dépenses inutiles. Moi, je pense que c'est ce qui va nous permettre de nous rappeler que. Et vous expliquez à votre fils de 8 ans. Alors, c'est ça mon rôle. C'est que comment pas expliquer comment l'intéresser par rapport à ce sujet et comment faire en sorte à ce qu'il me pose des questions encore plus loin pour me dire comment ça s'est passé, c'est quoi le cadre, pourquoi on l'a fait et surtout répondre correctement à toutes ces questions et le faire encore une fois sans déformer le récit ni l'histoire et comment aussi lui donner des arguments parce que ce fils-là il va se retrouver demain éventuellement en Europe ou ailleurs, comment il va pouvoir lui aussi être outillé pour défendre la cause, parce que c'est pas seulement expliquer, c'est comment encore une fois lui donner des arguments pour que demain s'il se retrouve face à quelqu'un qui est hostile à cette unité, qu'il puisse sortir tous les arguments pour défendre la cause et être fier de défendre cette cause-là. On parle beaucoup de momentum ces jours-ci, c'est vraiment le mot à la mode. En quoi cette marche verte et donc le souvenir de cette marche verte et ce qu'a été ce momentum-là en fait est important pour le développement actuel du Maroc. C'est-à-dire pour on est un pays qui se développe beaucoup, qui bouge beaucoup. Là, il y a beaucoup de choses qui vont être construites, organisées. Je vais reparler, c'est un cliché de la Coupe du Monde, mais comment l'apport de la marche verte se retrouve comment là-dedans ? Tout à l'heure, on parlait de l'infirmière. Qui est pas assez engagée dans son rôle d'infirmière pour toutes les raisons qu'on connaît, qui est beaucoup plus engagée juste quand elle traverse la rue, qu'elle va dans la clinique privée où elle est mieux payée, surtout mieux managée et surtout elle sait que si elle fait pas son travail, elle s'en va. Je pense que ce sentiment patriotique, c'est une manière de sortir le meilleur de chacune de ces infirmières de manière un peu métaphorique, c'est-à-dire de n'importe lequel des Marocains, en se disant à chaque fois que je fais une action qui va dans la direction du bien, du bien public, du bien général, en fait, j'aide mon pays. Et quand on n'a pas de but qui outrepasse son salaire de fin de mois ou alors son petit intérêt personnel, en fait c'est plus difficile de faire le pas de plus. Franchement, si on fait ça, on va se retrouver dans un pays parfait, quoi, où chacun va travailler avec cette force-là, oubliant son salaire ridicule, etc. Alors, j'ai bien conscience du fait que ce que je suis en train de dire est utopique. C'est carrément utopique. Mais je suis pas en train de dire que parce qu'on est patriote, tout fonctionne. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un levier. C'est évidemment pas la seule des choses, mais quand vous avez un levier qui peut agir sur le sentiment des gens, pas sur le rationnel des gens, pas sur le cerveau des gens, sur le cœur des gens, en fait c'est un levier qui est puissant. Et quand vous regardez les pays qui se sont très fortement développés, c'est systématiquement des pays où le sentiment patriotique a été très fort. Vous regardez dans les dernières décennies un pays comme la Corée du Sud, c'est un pays qui est éminemment patriote. Quand vous regardez le Dubaï, l'une des choses qui caractérise les Émiratis, beaucoup plus que l'argent d'Abu Dhabi, parce que les gens font très souvent l'amalgame, c'est un patriotisme à toute épreuve. Quand vous regardez ce qui porte encore les États-Unis aujourd'hui, qui fait d'eux encore la première puissance mondiale, mais c'est un amour pour le drapeau américain qui est incommensurable. La même chose pour les Chinois, je pourrais encore partir avec des exemples pendant 1 heure. Donc évidemment, c'est ce que quand je vous dis ce sentiment, ça permet de faire avancer les choses. Ça peut paraître utopique, mais je pense que si on dit que c'est utopique, ce qu'il faut dire à côté, c'est que c'est nécessaire pour que le pays se développe. Ça rend meilleur, je pense. Ouais.
C'est une question très philosophique, vous posez des questions très, très compliquées. Ouais. Non mais ça rend meilleur, et je me dis, peut-être que grâce à ça, il y aurait moins d'incivisme, d'incivilité, il y aurait moins de retard dans les délais de paiement dans les entreprises, il y aurait moins de corruption. Finalement, c'est vrai que c'est très philosophique tout ça, c'est utopique, mais on a le droit finalement. Le patriotisme, c'est la promesse d'essayer de faire un peu mieux de ce qu'on est de nous-mêmes chaque jour. C'est ça, si vous voulez une autre définition que celle du général de Gaulle, c'est celle-ci que je vous n'êtes pas obligé, vous savez. Youssef, deux mots là-dessus. Pas grand chose à rajouter, à part le fait que l'unité, en fait, la pyramide de Maslow, si on prend encore des exemples, c'est-à-dire on a aujourd'hui le droit d'appartenance, c'est appartenir à un pays qui est uni, avoir un sujet en commun qui nous mobilise, pouvoir s'identifier dans des sujets qui concernent tous les Marocains. C'est pour ça que l'unité aujourd'hui, pour nous, c'est le moteur principal qui fait que on continue à travailler pour ce pays, qui fait en sorte à ce qu'on continue aujourd'hui à rester dans ce pays et qu'on ne parte pas ailleurs pour refaire notre vie. C'est celui-là, et surtout placer le Maroc au même niveau que des pays européens. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir un pays qui est uni et pouvoir profiter de toutes les ressources de ce pays, que ce soit ressources humaines ou autres, ne fera que tendre dans cette voie-là. Oui, à votre avis, on n'a pas parlé de la diaspora, mais la marche verte, ce sentiment appliqué à la diaspora marocaine à l'étranger? Mais en fait, moi j'ai été en diaspora un temps, parce que j'ai passé quelques années en France. Ce qu'on peut dire du point de vue du patriotisme et de la diaspora, c'est qu'en général, quand vous êtes un Marocain de la diaspora, il y a deux voies possibles. Ou bien votre patriotisme est atrophié, et vous oubliez un peu le Maroc, et on en voit certains comme ça. Vous citez De Gaulle, par exemple. Je vois pas. Ou bien votre patriotisme est atrophié et vous vous mettez à vous prétendre d'une nouvelle culture. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et vous avez, je pense que c'est la majorité des gens, un patriotisme qui devient exacerbé, où le fait que le pays vous manque, en fait, vous en magnifiez tout ce qui vous paraît être bon dans le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où la majorité des Marocains de la diaspora sont davantage dans la seconde catégorie. Donc c'est une très bonne question que de poser celle de leur patriotisme, parce que en effet, non seulement ils sont plus riches, plus visibles, et également plus patriotes, donc c'est une excellente chose. Il est 9h21, les débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Bon, il n'y en a qu'un débat express aujourd'hui. L'administration Trump a annoncé qu'elle n'enverrait pas de représentants officiels à la COP30 qui s'ouvrira le 10 novembre prochain au Brésil, une première pour les États-Unis. Un responsable de la Maison-Blanche a expliqué que le président dialogue directement avec les dirigeants du monde entier sur les questions d'énergie, comme en témoignent les accords commerciaux et les accords de paix historiques qui accordent tous une place importante au partenariat énergétique. C'était des guillemets. C'est quoi ce signe? Est-ce que c'est une confirmation? C'est une confirmation. Une confirmation. La question est peut-être pas politiquement correcte que j'ai envie de poser, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose, une COP? La vérité, c'est qu'on le voit passer une fois par an, ou je crois que c'est une fois par an, et qu'on ne voit rien changer. Et je pense que le move politique de dire on n'envoie pas de représentants américains, c'est une manière pour Donald Trump de dire ce qu'il a déjà dit à de très nombreuses reprises, c'est-à-dire je ne crois pas dans le consensus scientifique. Et oui, il n'arrête pas de dire ça, oui, bien sûr. Moi, de mon point de vue, et je n'ai pas de conviction forte quant à cette question, c'est celle du consensus scientifique. Vous avez tout et son contraire, vous avez sur Internet tout et son contraire. Moi, personnellement, je ne suis pas scientifique et je ne sais pas quoi en penser. Vous avez des gens qui vous disent que ça chauffe trop vite et
que ça va pas être bon du tout. Vous avez des gens qui vous disent que c'est normal que ça chauffe, que c'est le sens de l'histoire de très long terme de la planète et que ça suit un cycle parfaitement normal. Quelle est la vérité là-dedans? Je ne sais pas du tout. Il y a quand même des rapports qui ont été faits par des experts, dans ceux du GIEC par exemple, qui... Un réchauffement de plus de 2%. Voilà, exactement. C'est quelque chose qu'on vit ici, évidemment. Il y a des rapports d'un côté et de l'autre. On ne sait pas lesquels sont les plus pertinents. Moi je sais pas. C'est une question sur laquelle je dois avouer mon manque de connaissances profondes. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est le move politique de Donald Trump, qui affirme en disant on n'envoie personne, que lui, patron de la première puissance mondiale, ne croit pas dans le consensus scientifique. Il s'est déjà retiré lors de son premier mandat. Et en plus, ça sert. En fait, Trump, en se retirant, il confirme que c'est pas dans les intérêts des entreprises américaines aujourd'hui de ratifier les accords de la COP. Et encore une fois, si on regarde la position de Trump, il a été très clair lors de son premier mandat où il a automatiquement arrêté tous les accords. Là, il confirme encore une fois cette décision, disant que nous, on arrête de perdre notre temps en nous présentant carrément à cet événement. Reste à voir le rôle de l'Europe. Donc l'Europe sans les États-Unis, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Quelle marge de manœuvre à cette Europe-là? À mon avis, pas grand-chose, hein. À voir. Parce que regardez ce qui se passe par exemple avec les véhicules thermiques qui théoriquement devraient disparaître, mais il y a des constructeurs qui font un peu machine arrière, qui calment le jeu, etc. Donc c'est un sujet de supply chain. Alors déjà, ce qu'il faut dire sur cette excellente question que vous posez, c'est qu'au Maroc, il faut appeler de nos vœux que le véhicule électrique décolle à tous les quarts d'heure de la journée, parce que l'un des gros sujets macroéconomiques du pays, c'est la facture énergétique, qui est principalement du fait des importations d'hydrocarbures. Le problème du véhicule électrique, c'est qu'il faut que vous puissiez le charger un peu partout et en moins de 10 minutes. C'est ça, oui. Et puis il y a le problème aussi de production d'électricité, parce que ça pollue de produire de l'électricité. Absolument, que vous le fassiez avec du nucléaire. Il y a des super technologies qui sont en train d'être développées. J'ai vu un truc je crois que c'était sur TikTok, qui était assez drôle, c'est qu'on voyait une voiture électrique qui roulait avec un générateur qui fonctionnait au charbon. Ouais, c'est ça. Sur l'autoroute. C'est de moins en moins vrai, parce que là on commence à avoir le sujet des SMR qui se développe très rapidement. On commence à créer des configurations où la barrière à l'entrée pour pouvoir faire du nucléaire de manière très intelligente est en train de tomber. Donc moi je suis assez bluffé quand je vois des voitures électriques. Il y en a de plus en plus ici. Il y en a beaucoup, mais les gens font comment en fait pour les recharger, parce que souvent les garages. Ils installent des bornes dans leur garage. Ouais, mais les parkings sont tout petits. Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Déjà, les voitures électriques, même les hybrides, il n'y en a pas beaucoup. C'est une minorité. Aujourd'hui, vous avez un tiers des ventes de voitures Maroc, c'est une marque. Et 99% des ventes de cette marque, donc une marque française, pour ne pas la citer, c'est des voitures thermiques. Donc on en est encore très loin. Messieurs, l'émission se termine déjà. Ça a été très riche aujourd'hui, c'est très intéressant avec plein de sujets. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Et on se retrouvera très très bientôt dans les décodeurs. À très vite. Merci à vous. Merci. Il est 9h26, la pub et les infos. Tous les matins, 7h-10h.